J'aurais aimé savoir plutôt à quel point c'est un métier de communication, parce qu'on sous-estime souvent le temps qu'on va consacrer aux différentes parties prenantes. Avec tous les frameworks, les matrices, les OKR, on oublie parfois un peu la place de l'humain. Et du coup, toi, en tant que lead user researcher, tu pilotes les équipes depuis Paris. Comment tu gères le décalage horaire avec les autres pays ? Grandir aussi rapidement, ça demande de s'adapter rapidement, de rester très flexible parce que l'organisation évolue très vite. Depuis que je suis arrivée, il y a eu plusieurs acquisitions, ce qui a donné lieu à la création de nouvelles tribes, à l'évolution aussi du périmètre de certaines tribes et donc de la manière dont on travaille tous ensemble dans l'équipe produit. Tout le monde ne peut pas faire forcément de continuous user research. Vous êtes dans un cas de figure où ce sont les utilisateurs qui viennent vers vous. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent du produit. Pour cette seconde édition, j'ai eu le plaisir d'échanger avec 24 nouveaux passionnés que vous découvrirez jour après jour. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Claire, qui est Lead UX Researcher chez Brivo. Salut Claire, comment ça va ? Très bien, et toi ? Super, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, je dirige l'équipe User Research de Brivo, anciennement Sunning Blue. Ça fait maintenant 10 ans que j'étudie les besoins et les comportements des utilisateurs pour créer des produits qui répondent à leurs attentes et aux enjeux business. Et je suis ravie de partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Et du coup, t'es user researcher chez Brivo. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est Brivo et est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont tes missions ? Alors, Brivo, c'est une plateforme qui permet aux entreprises de développer leur activité en mettant en place une approche unifiée du parcours client. Donc concrètement, sur Brivo, les entreprises vont trouver des outils de marketing et de vente tels que les campagnes de marketing par email, par SMS, par WhatsApp, la possibilité d'implémenter un chat sur leur site web, la possibilité d'automatiser un certain nombre d'actions et d'autres outils comme une solution de téléphonie, de gestion des rendez-vous ou encore des paiements. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brivo s'adresse à des clients avec des profils très variés qui vont du solo-entrepreneur au multinational et que l'outil est utilisé dans 180 pays. Ah, c'est fou, hein ? Ouais, ça a vraiment beaucoup grandi. Il y a des bureaux en Europe, en Asie, en Amérique. On est vraiment dans une scale-up avec une forte croissance. Et du coup, moi, vraiment, mon rôle de user researcher, c'est d'accompagner les équipes pour créer des produits qui vont vraiment répondre aux besoins des différents types d'utilisateurs et aussi, bien sûr, à nos enjeux business. Et du coup, toi, en tant que lead user researcher, tu pilotes les équipes depuis Paris. Comment tu gères le décalage horaire avec les pays, avec les autres pays, l'Inde, la Bulgarie, le Canada ? Ouais, alors ça demande pas mal d'organisation. Donc on a déjà des outils maintenant qui nous permettent de tenir compte des fuseaux horaires, de savoir exactement l'heure qu'il est pour les interlocuteurs dans les différents pays. Donc ça, on en tient vraiment compte quand on va planifier les réunions ou même quand on va échanger sur notre réseau social d'entreprise. Après, on a aussi mis en place beaucoup de travail en asynchrone, avec notamment une plateforme sur laquelle on tourne des vidéos, dans laquelle on va vraiment pouvoir mentionner les gens, mettre des commentaires, ce qui va permettre, par exemple, de préparer une démo qu'on va partager à l'ensemble de l'équipe au lieu de faire une réunion. Et puis ce décalage horaire, moi je dirais que ça a aussi des avantages, parce que par exemple, quand je me connecte le matin, je trouve ça très agréable de voir qu'une équipe en Asie ou en Amérique a avancé sur un sujet commun. Ça, en fait, ça tourne pendant que tu dors et c'est chouette, quoi. Exactement, notamment pour les bugs techniques. Vous avez fait une levée de fonds de 140 millions de dollars en 2020. Est-ce que le fait d'avoir acquis énormément d'entreprises de l'écosystème, ça a changé? Comment ça a influencé la culture chez Brivo? Comment est-ce que vous avez fait pour garder une cohésion dans les équipes produits? Oui, alors effectivement, il y a eu beaucoup d'acquisitions. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà dans la phase d'acquisition, il y a toute une étude en fait de la culture des entreprises qui vont potentiellement rejoindre Brivo.
Et donc là, on s'assure déjà qu'il y a un certain nombre de valeurs et d'objectifs qu'on a en commun. Et après, une fois que les boîtes rejoignent Brevo, il y a un certain nombre de moments d'échange qui sont mis en place, notamment au moment de l'onboarding, avec un programme de parrainage inter-équipe. Et on a aussi un certain nombre d'événements dans l'équipe produit qui vont nous permettre de rencontrer aussi les gens qui peuvent travailler dans d'autres pays et sur des sujets différents du nôtre. Comment s'est passée l'intégration des entreprises qui ont été rachetées? Est-ce qu'il y a eu des cafouillages techniques? Alors, du coup, en fait, quand les entreprises rejoignent Brevo, ça va donner lieu à la création de business units. Et il y a toute une première phase où, justement, on va essayer de bien analyser les synergies, à la fois en termes de produits, mais aussi en termes de technologie. Et évidemment, il y a toute une phase avant de pouvoir vraiment intégrer leurs produits dans Brevo, de bêta testing, de tests techniques, pour essayer d'anticiper toutes les problématiques techniques en amont. Et du coup, Brevo a atteint le statut de Centaure depuis 2023. C'est quand une entreprise atteint 100 millions de revenus annuels. Est-ce que le fait de grandir aussi rapidement, ça a eu un impact sur le produit et est-ce que ça fragilise pas finalement l'entreprise? Alors c'est sûr que de grandir aussi rapidement, ça demande de s'adapter rapidement, de rester très flexible parce que l'organisation évolue très vite. Depuis que je suis arrivée, il y a eu plusieurs acquisitions, ce qui a donné lieu à la création de nouvelles tribes, à l'évolution aussi du périmètre de certaines tribes et donc de la manière dont on travaille tous ensemble dans l'équipe produit. Donc c'est sûr que ça pose un certain nombre de défis en termes de communication. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel on est en train de travailler pour vraiment optimiser les échanges en transverse. Et je pense que ce qui est aussi important dans le cadre d'une croissance aussi rapide, c'est de retravailler régulièrement sur l'alignement stratégique et les priorités au niveau de l'équipe produit. On va passer à la deuxième partie sur ta vision produit. Du coup, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit aujourd'hui? Alors le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance dans le produit, c'est vraiment d'explorer les différents métiers et de bien comprendre leurs spécificités pour voir ce qui correspond à ses intérêts et à ses compétences, parce qu'on est dans un écosystème très riche qui évolue rapidement. Et pour ça, je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller à la rencontre de professionnels qui exercent ces métiers, de bien comprendre en fait le type d'environnement qui nous correspond, de voir aussi en termes de structure organisationnelle, de secteur d'activité ou encore de pays, puisque ça va vraiment avoir une influence très forte sur le métier qu'on va exercer derrière. Et un autre conseil que je donnerais, si vous en avez l'opportunité, c'est de lancer des side projects, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet d'expérimenter la création d'un produit. Ça peut être dans le cadre d'un hackathon, d'un concours, ou juste parce qu'autour de vous, vous avez des gens qui sont aussi intéressés par ce type de projet. Et ça peut aussi vous permettre de découvrir un autre métier. Par exemple, si vous êtes designer, de faire un side project avec un développeur ou avec un product manager. Et en fait, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, même pour quelqu'un qui n'est pas en train de débuter. C'est un très bon conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé connaître avant de te lancer? Oui, je pense que en fait, j'aurais aimé savoir plutôt à quel point c'est un métier de communication, parce qu'on sous-estime souvent le temps qu'on va consacrer aux différentes parties prenantes. Avec tous les frameworks, les matrices, les OKR, on oublie parfois un peu la place de l'humain. Et par rapport à ça, moi, je vous conseille vraiment de prendre le temps de construire des relations cross-fonctionnelles, d'apprendre à parler le langage des autres équipes, de comprendre leurs problèmes, leurs objectifs, parce que sinon vous allez vous retrouver dans des situations difficiles à gérer. Par exemple, avec des équipes tech qui vont découvrir un design qui est complètement fini alors qu'il y a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas l'implémenter, ou encore l'équipe product marketing qui découvre une nouvelle fonctionnalité à 2 jours du lancement. Et ça, vraiment, c'est des choses qu'on peut éviter. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as appris qui ont changé ta façon de faire du produit?
Oui, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai appris au fil du temps, c'est que souvent on a tendance à se cacher derrière la complexité ou les problèmes mal définis. On peut avoir un peu cette tendance à toujours vouloir en faire plus, ajouter des nouvelles fonctionnalités. Et par rapport à ça, moi il y a une citation que j'aime bien d'Antoine de Saint-Exupéry qui résume la démarche que j'essaye d'adopter aujourd'hui, qui est: la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et je crois qu'on gagne vraiment à clarifier, simplifier les choses. C'est vrai. Mais après, à vouloir trop simplifier, moi j'ai l'impression que toutes les entreprises et toutes les interfaces se ressemblent. Oui, alors après, effectivement, je pense que, enfin, c'est bien l'idée de simplifier, c'est pas non plus de rendre les choses simplistes. Et pour moi, c'est pas forcément incompatible avec aussi une forme d'innovation, puisque, enfin, il y a peut-être d'autres manières en fait de résoudre un problème de simplification en termes d'interface. Et du coup, pour terminer cette partie 2, comment est-ce que tu vois le produit évoluer? Pour moi, l'évolution est positive, notamment concernant l'émergence de rôles de spécialistes. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de chemins parcourus depuis le début de ma carrière où la user research était peu reconnue en France et souvent réalisée uniquement en externe par des agences. Aujourd'hui, on voit vraiment que les boîtes internalisent ces ressources, avec bien sûr du coup un challenge associé qui est d'articuler les différentes expertises entre elles pour avoir vraiment un effet multiplicateur. Pour moi, c'est un peu comme la cuisine, ça suffit pas d'avoir les bons ingrédients, il faut aussi réussir à trouver la bonne recette, celle qui va mettre tous les ingrédients en valeur, et donc dans une équipe à trouver vraiment la bonne dynamique et le bon agencement pour que les choses fonctionnent bien. Partie 3, la Continuous User Research. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce thème? J'ai choisi ce thème parce que je trouve que c'est une approche qui est très adaptée au défi du produit, à savoir prendre la température auprès des utilisateurs en temps réel pour éclairer les décisions qu'on prend chaque jour en fait. Ça permet aussi de s'adapter rapidement aux changements de contexte, aux évolutions du marché et à l'évolution aussi des comportements des utilisateurs. Et je trouve que c'est aussi une approche qui favorise la collaboration entre les équipes, puisque c'est pas un processus qui est mené uniquement par l'équipe produit, mais qui intègre également le marketing, le support, l'équipe revenu. Avec, la User Research normale, entre guillemets. Ouais. Alors pour la user research traditionnelle, on a souvent une démarche qui est conduite par phase et qui intervient à des moments spécifiques du cycle produit sous forme de projets dédiés. Par exemple, au début du cycle, quand on va chercher à identifier les besoins des utilisateurs. Alors que la continuous research ne se limite pas à une phase particulière. Ce que j'ai compris, c'est que les utilisateurs, en fait, on recherchait pas quelque chose en particulier. Et donc, comment déclencher les demandes de rendez-vous de la part des utilisateurs dans le cas où on cherche pas, on sait pas ce qu'on cherche. Alors, pour déclencher les rendez-vous, alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la continuous research, il y a effectivement des méthodes modérées qui vont demander des échanges avec des rendez-vous, mais il y a aussi un certain nombre de méthodes non modérées, comme des analytics, des questionnaires, l'analyse des tickets du support, des commentaires en ligne. Donc ça, on peut faire sans avoir à entrer en contact directement avec des utilisateurs lors d'un échange. Et pour toute cette partie d'échange modéré, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met vraiment en avant la valeur que vont apporter les utilisateurs dans la conception du produit. Et on leur propose aussi souvent de participer à du bêta testing. Et sur la cible B2B, on a la chance d'avoir quand même une sensibilité assez forte à ces problématiques-là, puisque c'est vraiment leur outil de travail. On a parfois même des utilisateurs qui vont demander d'eux-mêmes au Customer Success Manager s'ils peuvent participer à ce genre d'initiative. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi la possibilité d'utiliser des outils comme par exemple de mettre dans la signature de certaines communications un lien qui leur permet de s'inscrire pour échanger avec l'équipe produit,
ou encore d'utiliser des canaux comme notre communauté d'utilisateurs. Tout le monde ne peut pas faire forcément de continuous user research. Vous êtes dans un cas de figure où ce sont les utilisateurs qui viennent vers vous. Alors, on les recrute également. Pour ça, on va parfois utiliser différents canaux, en fait. On utilise en fait beaucoup Brevo pour faire des campagnes de recrutement, puisque l'outil est fait pour ça, habituellement pas dans ce cadre-là, mais c'est facile de l'utiliser pour ça, notamment par email. Et puis, on va avoir un certain nombre de fonctionnalités qui vont nous permettre, par exemple, de ne pas ressolliciter souvent les mêmes personnes. On utilise aussi des surveys in-app, donc directement sur la plateforme. On se sert aussi des échanges que les autres équipes vont avoir avec les utilisateurs. Par exemple, l'équipe Customer Experience qui va échanger avec eux pour résoudre des problèmes qu'ils peuvent avoir et peut leur proposer par derrière d'avoir un échange avec l'équipe produit. On utilise aussi les réseaux sociaux et de manière générale, quand on a interagi avec des utilisateurs, on leur propose de rejoindre un panel qui va leur permettre en fait de donner leur opt-in pour être recontactés, avec évidemment une règle de pas les sursolliciter, donc c'est au maximum une fois tous les 6 mois. Et vraiment le but c'est d'avoir l'expérience la plus fluide possible. La prise de rendez-vous se fait en ligne directement avec un outil dédié, en toute autonomie. Le consent form est envoyé automatiquement avant l'échange, donc voilà, c'est vraiment très fluide de leur côté. Quel problème ça t'a permis de comprendre, de faire de la continuous user research et quelles erreurs produits t'as pu éviter en faisant ça? Alors je pense qu'il y a un premier cas où ça a été très utile, c'est celui des acquisitions. Parce qu'on aurait pu en fait faire l'erreur de croire que les utilisateurs de Brevo allaient avoir les mêmes besoins et les mêmes comportements que ceux des boîtes qui ont été rachetées. Or, grâce à la continuous research, on a pu comprendre vraiment rapidement comment ces nouveaux produits allaient s'intégrer dans les workflows existants et comment ils allaient être utilisés par les utilisateurs de Brevo qui n'ont pas forcément les mêmes use cases que ceux des boîtes rachetées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aurait eu beaucoup de mal à faire avec une approche de recherche classique, vu qu'on avait des contraintes de temps extrêmement fortes pour intégrer ces nouveaux produits. Et le deuxième point, c'est vraiment pour moi que la continuous research permet de challenger la priorisation qu'on a pu faire par exemple en début de trimestre, puisque en prenant la température chaque semaine, on va parfois découvrir de nouveaux besoins qu'on n'a pas du tout anticipés et qu'on doit reprioriser rapidement. Par exemple, sur la partie conversation, on a vu, grâce à la continuous research, qu'on avait vraiment besoin d'une fonctionnalité de gestion des tickets qu'on n'avait pas du tout anticipé, et ça, on a pu très vite réajuster le tir et travailler dessus. Et du coup, comment est-ce que tu fais la part des choses entre ce que demandent les clients et le besoin réel? C'est une grande question en user research parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on fait, ce qu'on dit et ce qu'on dit de ce qu'on fait. Et pour ça, vraiment, le secret, c'est de trianguler les données. Il va falloir combiner différentes méthodes de recherche pour avoir une vision complète. C'est un petit peu comme un détective qui mène une enquête. Donc, évidemment, on va échanger avec les utilisateurs, mais on va aussi faire de l'observation, analyser les données d'engagement, regarder ce qu'ils font vraiment sur la plateforme à différents moments d'utilisation. Et lors des échanges, il faut vraiment travailler en fait sur les techniques de relance pour explorer en profondeur les causes sous-jacentes. En fait, c'est pas à l'utilisateur de donner une solution. Notre but, c'est vraiment d'aller comprendre ses motivations, ses objectifs, et une fois qu'on a compris le pourquoi, on va pouvoir travailler à différentes manières de résoudre ces problèmes et tester nos hypothèses grâce à des prototypes ou, dans certains cas, des A/B tests selon où on en est dans le cycle de vie du produit. Et je pense qu'il y a une autre méthode qui est très utile pour ça, c'est de faire des ateliers de co-création. C'est-à-dire de travailler avec les utilisateurs, des membres de l'équipe produit, mais parfois aussi des membres d'autres équipes, par exemple de l'équipe tech, du support, pour échanger et co-construire et vraiment explorer toutes les opportunités.
Et du coup, pour terminer cet entretien, est-ce que tu aurais 5 conseils pour mener à bien une continuous user research? Alors du coup, le premier conseil pour moi, c'est vraiment de définir des objectifs clairs pour bien orienter vos efforts. Ensuite, je dirais qu'il faut vraiment travailler sur la mise en place d'outils adaptés et c'est mieux de le faire dès le début. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de solutions qui permettent d'automatiser beaucoup de choses. On a des possibilités qui sont aussi offertes par l'intelligence artificielle. Je vous conseille vraiment de centraliser tous vos insights dans un research repository. Donc vraiment, investissez sur la partie Ops. Ensuite, troisième conseil pour moi, ce serait de vraiment impliquer les différentes équipes. Donc évidemment l'équipe produit, mais aussi l'équipe tech, l'équipe product marketing, l'équipe customer experience, l'équipe revenu. C'est vraiment important que ce soit une démarche globale. Et je pense que il faut aussi dès le début travailler sur la mise en place d'une routine. Il faut que ce soit régulier, il faut planifier la collecte, l'analyse, le partage. Vraiment le plus dur c'est de commencer. Donc faites des petits pas. Fixer des objectifs facilement atteignables. Parfois, vous pouvez même commencer tout simplement par exploiter des données existantes, mais il faut vraiment que ce soit régulier. Et mon dernier conseil, ce serait de réévaluer régulièrement votre stratégie de recherche continue. Il va falloir l'ajuster en fonction du feedback des équipes. Et surtout, il ne faut pas hésiter en fait à faire de la recherche sur la manière dont votre équipe fait de la continuous user research. Vous pouvez faire des surveys dans Slack, des interviews avec les gens qui participent à cette démarche, suivre aussi des métriques. En fait, c'est un peu comme un produit, ça évolue dans le temps. Et je pense que vous pouvez aussi échanger avec d'autres équipes qui ont mis ça en place. J'ai écrit un article sur Medium pour expliquer comment on a fait chez Brevo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir participé à ce calendrier de l'avant du produit. Est-ce que tu souhaiterais dire un petit mot de la fin ? Déjà, je suis vraiment heureuse de voir à quel point la communauté produit est active et comment elle s'est développée ces dernières années en France. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que 2024 nous réserve. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver un résumé en vous inscrivant à la newsletter sur afternoon.pm. À demain pour un prochain épisode.